bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour je crois déjà ce troisième rendez-vous qu'on a appelé Ma vie en personocratia, hein. La conscience souveraine en action, autre nom possible. Et bonjour à Maud et Tatiana. Bonjour David. Écoutez, on démarre cette émission un petit peu comme à chaque fois. Si l'un d'entre nous a envie de partager quelque chose qui est vivant aujourd'hui ou quelque chose qu'il a envie qui sort naturellement, la parole est ouverte. Oui, je vais vous dire vraiment comme je le ressens à l'instant, hein. C'est ce qui est vivant, comme tu dis, David. Eh bien, jusqu'à présent, moi, je travaille à domicile. Je n'ai pas eu besoin de porter de masque. Je n'ai pas eu affaire à ces chantages. Et je suis allée dans quelques commerces où je n'ai pas mis de masque, hein. Et ça s'est bien passé. Je me laissais un peu bien guider par mon âme, savoir où je pouvais aller. Mais bon, voilà, je n'ai pas fait beaucoup de commerce. Et je n'en ai pas besoin de beaucoup. Et là, l'endroit où j'allais acheter ma nourriture bio, non loin de chez moi, lui, il était conscient des choses. Du ne mettez pas de masque, il n'y a pas de souci. Et il y a des gens qui ont vu plusieurs clients sans masque, qui sont allés se plaindre à la mairie et à la gendarmerie au sujet de ce magasin bio. Et du coup, des amis m'ont appelé dimanche, m'ont dit, plusieurs personnes m'ont dit, du coup, on est obligé de mettre le masque et tout. Je dis, que faire? Que faire? Et là, je suis là-dedans. Donc, j'ai appelé le propriétaire du magasin que je connais un tout petit peu. Il m'a dit, pour l'instant, on n'a pas le choix, mais ça va passer. Ça va passer, il va se passer des choses. Très bien. Et donc, j'avais j'ai envie de dire, cette fierté, presque cet orgueil, hein, peut-être, hein, de ne pas avoir mis de masque jusqu'à présent. Et là, je suis… voilà. Bon, alors, c'est un masque, comme je l'avais dit une fois, qui est au crochet, hein, qui est bien aéré. Je l'ai essayé, on respire très, très bien. Il est rose. Mais franchement, mettre la muselière… Alors, j'avais une idée d'une opération où je mettais toutes comment dire, les combinaisons de protection avec les gros trucs de jardinage, de bricolage, etc. Et je le surjouais même. Et alors, dans le dos, j'avais envie d'écrire « Je suis mal informée, donc j'ai peur ». Mais je me dis, là, j'en suis là, j'ai prévu cette opération pour un magasin, pas celui-là, un autre magasin dans le bourg à côté, pour vendredi. Et là, j'hésite, franchement. Est-ce que je suis en mouton noir? Est-ce que c'est juste? Mais en tout cas, il y a un aspect de réaction. Donc, j'ai posé ce sujet à mon âme. Soumission, rébellion, le juste. Voilà, j'en suis là. Bon, écoute, peut-être qu'il y aura des réponses qui viendront pendant l'émission et on sera heureux de t'entendre à ce propos-là. C'est sûr que c'est toujours, moi c'est pareil, hein, à chaque fois c'est relativement difficile. Moi Oui. c'est plus de voir les autres que bon, moi je le mets déjà pas sur le nez, je le mets à moitié, etc. Mais je reste le moins longtemps possible dans les commerces. Mais c'est de voir les autres qui sont tellement contents d'avoir leur masque jusqu'au nez, hyper hermétique, etc. Donc, mais bon voilà, on revient toujours au truc, au jugement, à l'ego qui regarde l'autre. Donc je m'entraîne, c'est vraiment un entraînement, je pense. C'est pas mal finalement, c'est un bon entraînement. Oui, et mon compagnon, Jean, qui n'en avait jamais mis, a dû en mettre un parce qu'il avait un problème dentaire. Il était obligé d'aller dans le système médical parce que vraiment, il avait mal à sa dent. Ah oui? Oui. On est dans des situations où, exactement, on doit faire des choses qui vont contre notre conscience. Et c'est ça la grande question, comme tu dis, Maud. Est-ce que c'est mouton noir? Est-ce que c'est âme? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment une grande question. Moi, je voudrais partager que j'avais une journée très intéressante, émotionnellement intéressante, après notre dernière émission. Et ça m'a vraiment surpris. Parce que dans le moment de l'émission, tout était très bien, tout était très calme, il n'y avait pas d'émotion, c'était
c'était magnifique. C'était normal. C'était complètement normal. Mon corps était normal. Et tout d'un coup, je vais travailler et je ressens un nœud. C'était physique. Ce que j'ai ressenti, c'était physique et je me suis rendu compte que toute la journée, j'avais ce nœud en moi, dans mon estomac. Et ça m'a surpris. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne savais pas que j'étais affectée par ce qui s'est passé. Et ça sortit de cette façon physique que je ressentais durant toute la journée. Et le soir, quand je me suis assise à côté de mon feu de camp, j'ai vraiment creusé. Ça m'a forcé de creuser et de penser à qu'est-ce qui se passe en moi. Et je suis venue avec des mots. J'ai sorti avec des mots parce que un exercice que je trouve qui est très, très bien, c'est de nommer l'ego. Trouver un mot pour nommer l'ego qui est actif dans le moment. La personnalité spécifique qui est active dans le moment. Et j'ai trouvé un mot en particulier. Premièrement, j'avais honte. Alors, il y avait une honte qui est sortie. Et quand je l'ai nommé, j'étais comme restée surprise. Mais c'était très bien parce que j'ai compris beaucoup de choses. En effet, oui, j'avais honte devant mes 2 nouveaux amis, que je ne suis pas parfaite, que j'ai, tu sais, mon ego parfait. Oh oui, je suis accomplie. Bon, mais c'était la honte. Ça, c'était la première chose qui a surpris. Alors, je voulais vous remercier parce que ce moment m'a vraiment forcé de trouver quelque chose en moi que je ne reconnaissais pas avant. Et ensuite, j'ai nommé mon autre ego, qui est l'ego qui veut tout. Non, je reviens à ça parce que je le perds maintenant. Alors, si je retrouve mon mot, je reviendrai à ça. En tout cas, c'était une journée très intéressante et une fois que j'ai nommé cette émotion, cet ego, mais c'était bien. Alors, c'était un exercice qui était nécessaire et je suis très reconnaissante que j'ai eu la possibilité de le vivre. Oui, mais effectivement, c'est le truc le plus important, justement, de regarder ce qui se passe dans le corps et puis de nommer, de ne pas avoir peur d'affronter ce qui se passe exactement. Mais c'est marrant, c'est ce que je voulais dire justement à propos de moi, parce qu'en ce moment, toi, là, je suis en train d'organiser des ateliers. Donc, j'ai des bons retours, donc c'est plutôt, toi, je suis plutôt très content, parce que quand il n'y a personne, bah, c'est pas très cool, notamment pour l'ego, toi. Mais en même temps, comme là, j'ai un peu plus de monde que prévu, il y a un autre ego qui commence à s'inquiéter, tu vois, de comment ça va se passer. Oui, ouais, parce que l'ego, il est pas fait pour nous rendre heureux, faut être clair. Et donc comme l'autre ego qui s'inquiète, c'est voilà comment ça va se passer l'organisation, s'il y a ça qui va pas, les gens, machin, etc. Et donc j'ai fait exactement comme toi, Tatiana. Déjà, j'ai senti dans mon corps, c'était toi aujourd'hui au niveau du ventre. Et puis un peu au niveau du dos. Et en fait, toi, en creusant, c'est ce qui m'est venu effectivement. Bien sûr, il y a le besoin le besoin de plaire, mais ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins, qui passe assez vite maintenant. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est effectivement la peur qu'on me fasse des reproches, en fait, toi. On fasse quoi? Qu'on me fasse des reproches. Et puis derrière ça, ce que j'ai vu aussi, c'est que quand on me fait un reproche, je peux me mettre en colère assez vite, ou je pouvais en tout cas, mais pour mon ego, lui va me dire que c'est tout le temps, et que finalement, ça va générer du conflit. Donc en fait, si l'autre me dit un truc qui ne me plaît pas, finalement, ça devient le méchant parce qu'à cause de lui, je suis obligé de me mettre en colère, en gros. C'est ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que tout ça, c'est purement illusoire. Et en plus, dans le cas d'un atelier, ça ne se passe jamais comme ça, toi. Surtout, c'est des personnes qui sont là, en général, qui sont bienveillantes. Mais ça m'a fait penser à ce truc qu'on dit dans Personocratia de mental menteur, tu sais. Parce qu'effectivement, il part dans tous les sens. En tout cas, toi,
même pas, j'étais dans cet état-là aujourd'hui à midi. Je suis allé faire un petit peu de vélo et puis j'ai accueilli tout ça pour exactement toi comme toi pour dire mais qu'est-ce qui est derrière. Alors, il y a peut-être encore autre chose, encore plus profond qui sortira aussi un petit peu plus tard. Oui, oui. C'est ça qui était très intéressant et je voulais revenir à faire un autre petit commentaire que c'était très bien de voir que tu as confronté ta peur et tu as sorti avec ce qu'il fallait faire. Il fallait faire ce que tu as fait. Alors, tu as surpassé ta peur et tu as aidé en faisant ça, tu m'aides et tu t'aides, bien sûr. Alors, toutes les deux, on évolue plus Ouais. effectivement. C'est aussi un point important, hein, c'est que chaque fois que je travaille sur moi, quelque part, je fais évoluer la conscience en général. Alors, ça paraît ça paraît pas très concret, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, parce qu'on est tous le même être derrière ça. Donc, Oui. chaque fois que quelqu'un fait un travail, de toute façon, ça profite à l'ensemble. Et alors, évidemment, je le fais évidemment déjà pour moi, hein. Je propose que on reviendra sur ce sujet certainement un petit peu plus tard parce qu'il y a plein de choses à dire. Je crois que Tatiana, pardon, pas Tatiana, excuse-moi, Maude, tu voulais revenir sur un sujet qu'on a évoqué rapidement la semaine dernière et pour lequel justement tu aurais souhaité donner quelques explications supplémentaires. Je te donne la parole. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de la préséance vibratoire. Et après coup, je me suis dit, oui, c'est un peu jargon, c'est pas un terme que tout le monde peut comprendre et expliquer. Donc, j'avais envie de vous l'expliquer aujourd'hui. La préséance vibratoire, c'est quand je me souviens de qui je suis et que je me comporte comme tel. Je vibre plus haut que le monde du mensonge, le néant, l'obscurité. Je suis au-dessus. J'ai un schéma pour vous montrer ça, David, s'il te plaît. Oui, voilà. Il est à l'écran. Merci. Alors, quand je suis dans l'inconscience, je suis en vibration basse. C'est le néant, la mort. Et quand je suis en conscience, plus ma conscience augmente, plus ma fréquence est élevée, plus je suis dans une énergie de vie et plus tout est instantané. Je sors de la peur pour aller dans la confiance et la création. J'ai un exemple tout simple. Tout à l'heure, je me baladais et j'ai entendu un hélicoptère qui arrivait assez bas, hein. Et puis, boum, 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 puis je vois ça. Ah, un hélicoptère de l'armée. Alors, j'ai tout de suite senti le mental qui se mettait en marche, un peu l'émotion. Oui, l'armée, c'est lourd, ils veulent nous contrôler, etc. Je fais OK, je n'ai pas envie de me laisser attraper par ces émotions, l'ego, de baisser, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis souvenu que j'avais une âme, je me suis souvenu qui j'étais, que je pouvais utiliser la préséance vibratoire sur, on va dire, l'hélicoptère de l'armée. Et je l'ai vu et je me suis mis dans mon âme et j'ai demandé à mon âme de traiter ça, où je l'ai envoyé, cette énergie sombre de peur qui commençait à poindre, je l'ai envoyée dans mon âme. Et donc la vibration suprême de l'âme, la vibration parfaite, elle est passée au-dessus de cette peur, de ce sentiment, de tout ce qui était emmêlé et sombre. Ouf! Et dans les secondes qui ont suivi, je me suis sentie mieux. C'est quasi instantané. Je me rappelle de qui je suis et hop, préséance vibratoire. On peut le faire pour tout. C'est pas du déni du tout. C'est je m'élève en conscience, je me rappelle qui je suis. C'est un outil que moi j'utilise énormément en consultation. Je l'explique vraiment à beaucoup de mes clients par rapport à tout ce qui est les peurs, les choses un petit peu des mondes subtils, hein, quand ils ont vécu des magies, des emprises, etc. Et je leur dis, rappelle-toi qui tu es et voilà, je sais qui je suis et donc cette obscurité n'a pas de réalité. Je peux donc t'éliminer. Voilà.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces informations. Moi, je pense aussi que on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui dans une autre émission parce qu'effectivement, ben, très important de toute façon à tout moment de se rappeler qui je suis, puis qu'effectivement, ben, la vibration de l'amour, hein, c'est elle qui l'emporte de toute façon. D'ailleurs, ça me ramène toujours à cette question. Je sais ça, alors comment c'est possible que j'ai encore peur? Bah justement parce que hein, c'est dans mes cellules et puis bah, je crois que si je suis là sur cette terre dans cette incarnation, c'est que justement j'ai cette expérience à vivre. En tout cas voilà, moi c'est ce que je pense pour Et moi-même. tu, et tu touches souvent ce paradoxe, David, Quel paradoxe. de je sais, mais j'ai peur. Eh oui, mais c'est exactement. Alors c'est le paradoxe, bah oui, parce qu'il y a tout là-dedans finalement. Parce que non seulement ce mais il est d'un côté un petit peu agaçant, inquiétant, et en même temps c'est le paradoxe de l'incarnation humaine que j'ai choisie, parce que je pense qu'on est effectivement la seule espèce pseudo-animal, entre guillemets, hein, qui vit justement dans ce paradoxe, on s'est séparé, on a oublié qui on est perdu, on est déconnecté de la conscience, donc forcément, ça revient toujours, on revient toujours un petit peu dans cette ambivalence, dans cette dualité, et c'est ça le cycle de souffrance perpétuelle qu'il est temps justement d'arrêter, quoi. Et toi, Oui, Tatiana, tu le oui, retrouves, si ce je peux paradoxe? ajouter exactement ce que j'ai vécu cette semaine, ce niveau où tu le sens au physique, parce que le mental, c'est pour ça que durant la session, quand on parlait, j'étais dans le mental. Et le mental sait, il le comprend. Je sais qui je suis au niveau du mental. Mais mes émotions et mon physique, cette fois-là, c'était clair que ça rentrait en moi du physique. Alors, c'est lourd, ça se sent. Et ensuite, j'ai compris les émotions qui sont plus hautes, la vibration plus haute. Le mental est, moi, je dis toujours, je comprends, c'est beau, je comprends. Mais les émotions, c'est un autre niveau, c'est plus bas. Et quand on le ressent au physique, mais là, c'est clair, c'est absolument clair que c'est pour ça que c'est tout un cheminement. C'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je me pardonne chaque fois que je réagis et que je vois que j'ai pas encore atteint le niveau que je veux mentalement, exactement. Mentalement, je veux être ici, mais je ne suis pas là. Alors, Et réaliser ça, c'est important. j'ai envie de donner une petite information supplémentaire par rapport à ce que tu viens de dire, parce que tu disais justement mon mental lycée, puis à côté parler effectivement de l'ego. Donc pour que les personnes qui nous écoutent, pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait pas de doute, parce que pour moi c'est vraiment un point hyper important. D'ailleurs, je vais partager une petite image aussi par rapport à ça. C'est que quand on parle du mental comme quand on parle du corps, il y a d'un côté, il y a la matière, c'est-à-dire un outil qui est à notre disposition, hein, qui est là pour faire ce qu'on lui dit. Donc, par exemple, que ce soit mon mental, que ce soit mon corps pour du travail manuel ou autre chose. Et puis, il y a mon ego qui est ma fausse personnalité. Et ces égos, effectivement, bah, ils agissent à tous les niveaux. Donc, mon ego, effectivement, mental, bah, lui, effectivement, c'est lui qui va faire que je vais commencer à juger, à être dans le petit vélo, etc. Donc, ce qui est important, c'est que finalement, tout ce qu'on est, c'est parfait. Tu sais, tu parlais de perfection tout à l'heure, Tatiana. Tout ça, c'est parfait. Par contre, tout dépend qui est le chef derrière. Est-ce que tout ça, c'est sous contrôle de mon âme, c'est-à-dire que c'est ce que mon âme qui dirige et mon mental, mon corps qui exécute, ou est-ce qu'au contraire, je suis un petit peu perdu, hein, je suis séparé de moi, le fameux chose dont on parlait juste avant, et puis qui fait que, eh bien, effectivement, comme c'est mon ego qui prend le contrôle, ben, mon mental, il va plus être à mon service, et là, il va commencer à faire un petit peu n'importe quoi et à m'emmener effectivement dans la souffrance. Et les petits bonhommes qu'on voit dans le schéma, là, c'est les personnages égotiques.
Exactement. Voilà, par exemple, le personnage égotique de la bonne mère, de la bonne sœur, de la bonne voisine, de la bonne employée, etc. Et c'est impressionnant le pouvoir qu'ils ont tant qu'on ne les discerne pas. Et Exactement. si Donc, je peux ajouter, c'est pas seulement la bonne mère ou la bonne, parce que ça c'est très bien, c'est les gros personnages, mais Oui, il y a aussi les un petit peu plus petits que j'ai nommé en moi, ce personnage de honte, ce personnage de anxiété que j'ai. Ah, c'était le mot que je cherchais avant. anxiété, Euh, ouais. mon personnage d'anxiété, c'est un personnage en moi qui se lève le matin et je suis anxieuse. Je suis anxieuse, je suis toujours anxieuse. Mais pourquoi? C'est ma personnalité, c'est une personnalité, un petit bonhomme sur cette image. Mais oui. il est quand même gros, ce bonhomme-là, en moi. Alors, moi aussi, je viens de finir ma vidéo, ma première vidéo sur l'Ego 1 et je suis en train de préparer la vidéo Ego numéro 2 et je montre le bus de personnalité gothique que Mado a créé. Alors, oui, moi, je trouve que tous ces schémas, toutes ces images sont extrêmement importantes parce que revenons aux questions générales et les personnes généralement, encore au mental, pensent que je comprends. Je comprends, mais en effet, je ne comprends pas. Et, et ces images, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Je pense que ça aide excellent. Oui, il y a comprendre et Oui. intégrer. Ah oui. Il y a l'intégration mentale, enfin la compréhension mentale, le ressenti, et après, dans le physique, vraiment, on sent que c'est intégré, ça y est. Puis parce qu'on peut acter dans la matière à ce moment-là. Et les pathologies ou les symptômes physiques, le corps ne ment pas. Et moi, j'utilise vraiment ça au quotidien. Pour moi, c'est mon premier outil évolutif. C'est mon corps. Et avec cette notion de décodage biologique, hein, parce que ça veut dire qu'il y a un conflit, hein, comme le dit Hammer. Et donc, je m'interroge pour savoir quels sont le ou les conflits qui déclenchent telle sensation physique, etc. Et c'est une source de progression extraordinaire. Ok, bah merci en tout cas pour toutes ces informations. Je propose qu'on continue avec un sujet qui est lié. On a commencé aussi à évoquer la semaine dernière quand on a parlé de la famille. C'est l'attachement, plutôt, qui est le souci, ce qui nous fait souffrir, et puis ce qui va avec le détachement. Et oui, David, justement, j'aimerais te poser une question un petit peu personnelle, hein. À Est-ce que… moi? Ah, d'accord. Oui, oui, maintenant je t'en pose, hein. Oh, Est-ce… j'enlève mes lunettes pour ça, vas-y. Ah oui, oui, réponds-nous droit dans les yeux. Attention, hein. Est-ce que tu as vraiment un sujet où tu as du mal à te détacher dans ton quotidien? Oh, je pense que des sujets, effectivement, il y en a plusieurs. Euh, le premier truc qui vient, effectivement, on revient toujours à la famille, hein. Moi, mon truc, en fait, c'est que j'ai pas d'enfant. Par contre, j'ai des parents, un frère et une compagne. Et c'est vrai que il y a ces choses, et puis quelques amis. Et puis, non, surtout ces personnes-là, il y a des choses qui reviennent régulièrement. Alors, ce que j'ai beaucoup travaillé l'année dernière, pardon, c'était l'exclusion un petit peu de ma famille historique avec mes parents et mon frère, notamment mon frère qui vit totalement dans un autre monde. Là, aujourd'hui, il est à fond Covid. On dit covidiste d'ailleurs, un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc, c'est encore plus difficile d'avoir des échanges. Je lui avais écrit aussi un courrier il y a 2 ans pour lui expliquer ce que je vivais, qui j'étais, parce qu'il se posait plein de questions. Et puis, bien sûr, c'était pas contre lui, c'était mon chemin, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps pour écrire ce courrier. Donc, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Ça m'embête de ne pas avoir beaucoup de contacts.
Et puis après, le plus difficile, bien sûr, après, c'est dans ma vie de tous les jours où j'ai encore ce besoin, oui, je pense notamment à ma compagne, d'avoir un petit peu l'approbation de l'autre, d'avoir le soutien de l'autre aussi. Pareil avec mes amis, si mes amis me donnent pas de nouvelles régulièrement, voilà, je sens qu'il y a des petites réactions. Alors, je sais ce qu'il y a derrière, hein, parce que ça fait longtemps que je travaille là-dessus. C'est un petit peu lié à ce que je disais au début. C'est mon côté un petit peu le gentil garçon, voilà, le gentil garçon, mais qui a besoin des autres, quoi. Il est tout gentil, donc quand il y a un truc qui va pas, il aime bien qu'on s'occupe de lui. Donc pour moi, c'est vraiment de l'attachement. Et d'ailleurs, j'ai même fait des petits exercices. Je ne sais pas si vous connaissez le petit bonhomme aux allumettes, un petit exercice pour couper les liens de chakra avec d'autres personnes. Oui, oui. C'est assez intéressant parce que finalement, c'est rien et en même temps, ça fait peur. On a l'impression qu'on va perdre l'amour de l'autre, alors qu'en fait, ce qu'on laisse aller, c'est le contrôle de la relation avec l'autre. Donc, c'est quelque chose que je vis vraiment, sur lequel je travaille tous les jours et c'est jamais fini. En tout cas, ce que je vois, c'est que plus je lâche le contrôle, plus je m'affirme à l'intérieur, j'affirme ma souveraineté, plus je me renforce. Et au contraire, quand j'ai peur de lâcher le contrôle, ça revient à ce que tu disais, Maud, un petit peu, je me souviens qui je suis. Quand j'ai peur de lâcher le contrôle que j'ai sur l'autre, alors le contrôle que j'ai sur l'autre, ça peut être la peur que l'autre m'abandonne, ou l'autre qui ne veut pas aller dans la direction où je veux, enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut imaginer dans une relation. Chaque fois qu'il y a cette peur qui vient, je vois ce qui se passe derrière, c'est-à-dire que je suis à nouveau le mouton, quoi. C'est-à-dire que j'ai perdu le lien avec moi-même, tout simplement. Donc, c'est un sujet, oui, qui me parle énormément. Mhm. Est-ce que tu peux situer sur un schéma Oui. que justement ce niveau de détachement ou d'attachement? Donc il y a le schéma qu'on a dans Personocratia qu'on voit ici, hein, qui est une pyramide avec, puisque ces attachements, c'est lié à l'attachement, donc c'est le contrôle, comme je disais, donc c'est lié à différents types d'ego qui se situent à différents niveaux. Donc dans mon cas, effectivement, c'est surtout au niveau des niveaux plus proches du haut. Alors ça ne veut pas dire c'est bien ou c'est mal, hein, ça veut dire que c'est surtout au niveau de la relation avec les autres, de mon estime aussi par rapport à moi ou de comment les gens m'estiment, et puis la solitude. Par exemple, j'aime faire des choses tout seul, mais je préfère quand même les faire avec les autres. Où je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire si je suis vraiment tout seul tout le temps? Ce genre de petites peurs qui reviennent. Donc oui, le besoin de communication, de connexion sociale. Par contre, je me sens pas du tout dans le truc d'appartenir à un groupe. Ça, moi, c'est pas, moi, ça n'a pas tellement d'importance. Donc vraiment, ça dépend bien sûr des personnes. Mhm. Et vous, vous vous situez où dans ce schéma? Qu'est-ce qui vous parle? Tatiana, si tu veux y aller, par contre, ton micro est désactivé. Voilà. Oui, je l'ai désactivé parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'imagine que oui, il y avait quelque chose qui se passait à l'arrière. Bon, oui, c'est intéressant. Comme j'ai dit, je me suis séparée physiquement de la vie, de contact personnel, de la famille, des enfants. Alors, je suis définitivement isolée. Et d'un côté, comme tu dis, David, j'aime ça. J'aime être avec mes plantes parce que la relation avec la plante, c'est très beau, c'est très facile. euh, ça ne revient pas, il n'y a pas de mur qui monte. Mais de l'autre côté, je suis toujours isolée. Alors, cette solitude, pour moi aussi, c'est quelque chose qui est... c'est pas que ça me fait peur parce que ça fait longtemps maintenant, ça fait plus que 4 ans qu'on est ici et que je suis séparée de la famille. Mais et j'ai pas besoin d'aller les soirs pour voir les amis. J'ai pas d'amis. Je suis vraiment isolée. Les amis que j'avais, une fois que je suis partie, une fois que tout s'est effondré dans ma vie, les amis sont tous disparus. Et oui, c'est difficile parce que je parle avec ma sœur et je parle avec ma mère. Et c'est tout. Et je parle avec ma mère régulièrement parce qu'elle a besoin de ce contact. Et
Et je me suis rendu compte que moi aussi, je l'ai besoin. Je veux encore cette approbation d'un niveau ou d'un autre. Et c'était bien, c'était très bien parce que dans notre dernière conversation, ma mère, chaque fois, c'est que le mur monte. Mais la dernière fois que le mur a monté, parce qu'elle ne veut pas que je lui parle de mes choses. Elle ne veut pas l'écouter, n'est pas intéressée. Et c'est un niveau que je dois gérer avec elle. Mais c'était très bien de voir la dernière fois on a continué à discuter, on a continué d'en parler. Alors, je me suis rendu compte qu'on monte en conscience toutes les deux et on est capable aujourd'hui de parler, d'aller plus loin qu'on pouvait le faire avant, disons, le COVID. Moi, j'ai utilisé le COVID en disant que la conscience humaine monte à cause du COVID parce qu'on est tout en train de gérer cette chose qui se passe. Et on ne se rend pas compte, on ne comprend pas, la majorité ne comprennent pas, mais je pense que la conscience humaine monte pour tout le monde. Alors oui, c'est ça. Pour moi, c'est l'isolement. Et d'un côté, j'aime ça, mais de l'autre côté, c'est pas confortable. Pendant que tu parles, justement, ça me vient un truc en plus de ce que je voulais justement ajouter. En fait, c'est marrant parce qu'effectivement, quand je suis seul, je peux imaginer de faire plein de choses et je peux faire plein de choses tout seul. Mais quand l'autre est là, c'est comme si j'ai besoin effectivement de contrôler, d'être sûr qu'il va faire des choses avec moi. Parce que s'il ne les fait pas avec moi, ça peut vouloir dire plein de choses derrière, qu'il y a un problème, que l'autre va me laisser, qu'il m'aime pas, j'en sais rien, etc. Donc aujourd'hui, je vois ça, je le regarde encore avec un petit peu d'amusement, mais c'est quelque chose qui demande vraiment d'être hyper vigilant parce que, comme on parlait des cellules tout à l'heure, c'est un truc qui est programmé à l'intérieur de moi que les autres en fait regardent finalement dans ma direction. Donc, s'ils sont pas là, c'est pas grave, ça pose pas de problème. Par contre, s'ils sont là, il faut absolument qu'ils regardent dans ma direction et qu'ils s'occupent de moi finalement. Et c'est marrant, ça me fait penser, je vois aussi dans les ateliers ou autres, c'est souvent, je généralise pas, mais ça arrive souvent quand même qu'avec des hommes, où effectivement, c'est un petit peu ça, quoi. L'homme, il travaille dur à l'extérieur, il ramène l'argent à la maison, puis quand il est à la maison, il faut que sa chérie s'occupe de lui, quoi. Donc voilà, ça fait partie de tous ces rôles où il est temps que ça s'arrête. Hein. J'ai enlevé le schéma, je peux le remettre si vous voulez, dites-moi. Oui, alors pour répondre à la notion d'attachement, oui, moi je veux bien que tu le remettes justement. Ouais, je le remets tout de suite. Voilà. Voilà. Ce que je remarque vraiment, c'est ces flèches en haut à gauche, c'est l'être et l'avoir. Et l'avoir, c'est vraiment avoir des amis qui m'aiment, avoir des amis avec lesquels je suis en relation régulière. Voilà, c'est l'autre jour, c'est Huguette qui me dit, quand je dis « Ah, mon chéri », je parlais de mon compagnon, puis elle me dit « Oh, mais t'es possessive, toi ». Oui, il y a des chances. Puis j'étais là en train de le toucher. Oui, il y a des chances, mon chéri. Voilà. Puis après, du coup, ça a trotté dans ma tête et je me suis dit oui, alors mon chéri, mes amis, mon chat, mon ordinateur. Et vraiment, voilà, sur l'avoir, la possession, je m'aperçois que je le sais, je suis très attachée aussi à la maison. À la maison. Et ça, mon géniteur était aussi très attaché à ces maisons. On vient d'un milieu ouvrier, donc c'était vraiment deux petites choses, pas grand-chose. Mais c'était, pour beaucoup de gens, la maison, ça représente la réalisation d'une vie. On a fait des enfants et on a payé un crédit très longtemps pour avoir une maison. Et après, quand on est âgé, elle est payée et on peut la transmettre en héritage. Voilà. Et moi, c'est pas dans l'idée du tout de transmettre la maison en héritage, ça, c'est pas ça. C'est dans l'idée de la sécurité que ça me procure. Donc là, oui, sur le schéma, c'est plus effectivement sécurité parce que c'est surtout par les temps qui courent, c'est bien d'avoir un toit sur la tête. Oui, voilà. Donc, cette maison, en plus, elle est en terre. C'est des maisons pisées dans le Dauphiné. Donc, c'est enveloppant. Il y a des grands arbres, des vieux arbres à côté.
Donc, c'est aussi très agréable voilà, d'avoir cette présence végétale que j'apprécie énormément. Et c'est une rassurance extérieure. J'en suis parfaitement consciente. Et malgré tout, elle est là. Il y a ce besoin de rassurance. Voilà, donc je l'accueille. Je ne veux pas être faussement détachée parce qu'on va beaucoup voir des gens qui sont « Ah, mais moi, je suis détachée des choses. » Non, 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 non. Puis en fait, quand il suffit de gratter 2 secondes le vernis, c'est le faux détachement. C'est très, très mental. Donc, je préfère être réaliste avec moi plutôt que me créer un personnage encore plein. Non, je suis attachée à ça. Ça touche un besoin de sécurité dans la matière, dans mon corps, que je projette sur la matière, la maison, le végétal, etc. Voilà, j'en suis là et je vais voir les peurs qui sont derrière et j'œuvre toujours au quotidien pour que le corps, la matière, mes plans les plus denses, quand on reprend le schéma du départ, la vibration la plus basse, intègre de plus en plus la divinité pour que la vibration remonte. Voilà. Et si tu veux bien te livrer un petit exercice avec moi ou Tatiana, mais puisque là tu parlais justement de la maison, je trouve ça un bon exemple. Tu vois, dans le schéma du détachement, il y a écrit tout en bas qu'effectivement, l'attachement, ça cache un besoin, et puis bien sûr, le besoin, il cache la peur. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la maison pour reprendre ces 3 éléments? Ah, la peur, les 3. C'est-à-dire, toi, derrière l'attachement, il y a le besoin, par exemple, le besoin Oui, d'avoir un besoin, toit oui, sur la ça y est, tête, tu vois. attache. Eh bien, alors, il y a la peur de l'agression extérieure du monde. Peut-être les ondes, ou si je ferme ma porte, eh ben, on ne peut pas rentrer, qu'il y a des gens qui veulent nous emmener, je ne sais pas où, pour nous emmener, plein d'hypothèses. Non, je suis dans ma maison, il y a une protection. Donc, la peur de ne pas être dans mon autorité, de ne pas pouvoir me protéger. Et la maison, il y a une notion de protection, mais qui n'est qu'une projection. Attention, je suis réaliste là-dessus, mais bon, c'est là. Et oui, peur et besoin de protection. Ok. J'arrête le schéma, on pourra le repartager après si on veut. Effectivement, hein, c'est super important de voir que derrière l'attachement, effectivement, et moi t'as pris cet exemple, Tatiana aussi, moi j'en ai pris un autre, il y a toujours une peur, et comme Tatiana le disait au début, qu'on puisse justement nommer nos peurs. Alors déjà, je peux pas les nommer si je regarde pas, si je suis pas réaliste, justement, si je me mens, hein, si je dis non, non, mais moi la maison c'est pas grave, par exemple, je peux aller habiter où je veux, vivre sous les ponts, il n'y a pas de problème. C'est sûr que là, de toute façon, qu'est-ce que je fais? C'est juste mon ego qui est content parce que je vais passer à autre chose. C'est ce que tu disais, Maud, c'est le faux détachement. Alors qu'au contraire, quand je regarde, oui, ok, j'en suis encore là. Par contre, c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est vrai que souvent, avant la peur, on voit déjà quel est le besoin, puis finalement, on arrive à nommer la peur ou l'ego qui est derrière, et puis c'est là que le travail se fait. Souvent d'ailleurs, même assez naturellement, puisqu'on a mis un petit peu la lumière, ce qui n'était qu'un mensonge. Tu vois, je reviens à mon exemple de tout à l'heure sur les trucs qui me passent par la tête, le besoin de plaire, qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Rien que quand je le mets à la lumière, je me rends compte que c'est ridicule. Et donc, ça passe assez naturellement. Par contre, si j'ai peur d'en parler, si j'ai peur de le voir, forcément, ça va ressortir encore plus fort. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'exemple aussi dans votre vie. Totalement. Moi, j'ai vraiment envie de poser la question à Tatiana, parce que tu as quitté ton pays, tu as quitté beaucoup, beaucoup de choses, et je pense qu'au niveau du détachement, ça ne doit pas être de la théorie pour toi. Hein. Exactement. Oui, c'est quand je regarde tout ce que j'ai vécu, wow, c'est gros, c'est immense. Je me donne pas très souvent je vis ce que je vis et je le vis assez facilement. Alors, même la prison, qui est quelque chose qui tout le monde, je pense que je peux dire tout le monde a peur de la prison. Tout à fait. Moi, je l'ai vécu et je l'ai vécu en profondeur. Un jour, on va en parler
aujourd'hui juste pour dire que je l'ai vécu en profondeur et après la grande prison, j'ai eu d'autres expériences de prison en Colombie. Là, ça c'est en effet très intéressant, mais encore, je ne rentre pas dans ça en ce moment. Alors, tout ce que j'ai vécu, dans le moment quand je le vivais, je le vivais assez facilement. Et je pense que la raison pourquoi j'étais capable de ne pas être en grande souffrance, c'est parce que je vivais ces choses consciemment. Je souffrais consciemment. Quand tu souffres inconsciemment, quand je souffre et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec moi, je souffre, je continue de souffrir. Mais quand je souffre et je comprends ou je fais cet exercice de comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, ça passe au mental et c'est là que je suis capable de au moins je souffre encore parce que l'émotion est là. Les attachements les enfants que j'avais pas, j'ai perdu toute ma vie, j'ai perdu tout mon boulot, j'ai perdu tout. Mon Dieu, j'ai perdu tout. C'est incroyable ce que j'ai vécu. Et je l'ai vécu assez facilement. Et je le dis pas parce que les émotions étaient là. C'est pas que les émotions sont pas là. Écoutez, vous me voyez, je suis en larmes du moment que j'en parle. Les émotions continuent d'être là. Mais en même temps, j'ai vécu des choses si grandes et j'ai passé à travers. Et quand je le vivais, laisser le Canada, laisser mon boulot, la dentisterie, mon Dieu, j'aimais ça, j'étais un bon dentiste. Laisser ça, c'était le plus grand. Ma personnalité plus grande que bonne mère, imaginez-vous, pour moi, j'ai accepté que bonne dentiste était plus grand que bonne mère. C'est quelque chose, parce que pour une femme, bonne mère, la personnalité de bonne mère, c'est le plus gros pour tant de personnes. En tout cas, alors j'ai quitté la dentisterie, j'ai quitté les enfants, j'ai quitté la famille. Mon Dieu, les choses me suis détachée, mais les émotions, c'est ça que j'ai à travailler maintenant. J'ai à comprendre que le cheminement n'est pas fini, pas du tout, pas du tout. Et ce que je veux ajouter, c'est qu'une fois que tu perds les grandes personnalités, les grandes, le bon dentiste, la bonne mère, toutes ces grandes personnalités, l'ego s'attache à des petites choses parce qu'il n'y a plus de grandes choses à s'attacher. Alors, l'ego trouve n'importe quoi. Et dans mon cas, mon mari va confirmer que je m'attache à des niaiseries, vraiment des choses absolument bénignes. Bénigne, oui, bénigne. Bénignes. Et je m'attache et je sors, mon ego sort et je suis en colère. Et il me dit toujours, tu as perdu des millions de dollars, des millions de dollars, j'étais millionnaire. J'ai perdu des millions et je m'attache à une roche parce que la terre s'est effondrée en arrière et je suis en colère. Tu ne peux pas m'imaginer. Et il doit vivre cette colère, cet ego qui ressort parce que tout ce qui peut s'attacher. Alors, cet ego est vraiment incroyable. Merci Tatiana, parce que bon, effectivement, ça montre ce qu'on disait pendant toute l'émission, que c'est pas tellement l'ampleur de la chose qui est derrière, c'est que notre ego, son but, c'est de toute façon, il y a toujours un problème, il y a toujours une peur de ce qui va se passer dans l'avenir, etc. Mais je voulais revenir, tu as dit à un moment au début, Tatiana, au début de ton intervention, tu as dit « je souffrais consciemment ». Alors, tu sais, dans Personnocratia, on a une petite expression, moi, que j'aime bien. On dit souvent que la douleur est parfois obligatoire, mais la souffrance optionnelle. Alors, est-ce que ça te parle ou est-ce que l'un de vous deux, vous avez envie de dire quelque chose là-dessus? Maud, veux-tu commencer?
Oui, c'est intéressant cette notion de douleur quand il y a la conscience ne génère pas forcément la souffrance. Moi, je parle ça peut être de la douleur physique ou de la douleur plus particulièrement psychologique. Et de la manière dont la conscience prend sa place, ça change tout. Donc, ouais, moi, enfin, je sais pas si c'est aussi lié à ce que tu voulais dire, Maud, mais pour moi, effectivement, quand on devient conscient, effectivement, la souffrance part petit à petit ou ne s'installe pas. Hein, ou ne s'installe pas de la même manière, mais en même temps, je pense que ton exemple est intéressant, Tatiana, parce qu'effectivement, des fois, même quand on est conscient, mais il y a quand même, c'est un passage tellement difficile qu'on peut parler quand même de souffrance. Mais effectivement, je pense que ça n'a rien à voir avec la souffrance de l'inconscient, c'est-à-dire quand je suis pas conscient que c'est moi qui crée. Donc là, je suis victime, je subis. Là, c'est quand même c'est autre chose. Enfin, c'est horrible parce que Oui, là, on n'a aucun repère, quoi. oui, il y a le désespoir et Oui, la peur qui se mettent dessus exactement. et qui vraiment alourdissent encore plus. Exactement. Quand je vivais toutes ces choses, pour moi, la douleur, c'est physique. Comme tu as dit, Maud, j'utilise le mot douleur, c'est physique. Ça vient, euh, j'ai un coup et ça passe. C'est physique. La souffrance, c'est émotionnel. Alors, psychologique aussi. Mais alors, je mets ça en guillemets dans le sens que si je souffre consciemment, je comprends qu'est-ce qui se passe en moi, je continue de souffrir parce que je peux pas, et je reviens à mon petit exemple du début, j'ai ce nœud dans mon estomac, alors ça se forme en physique, je le sens physiquement, alors, je continue la souffrance dans le sens que je ne suis pas à l'aise, mon corps est en contraction, mais je comprends qu'est-ce qui se passe. Je comprends pourquoi j'ai cette contraction, et je nomme cette souffrance. Alors, du moment que je le nomme, c'est pas que ça disparaît, mais ça devient, je peux le gérer. Alors, durant tout mon temps de prison et perdre toutes les choses que j'ai perdues, ça a commencé la première journée de prison. Et je fais un petit exemple dans ma vidéo que Guy, elle savait que je vais rentrer en prison. Elle le savait, mais elle ne m'a jamais dit que je vais aller en prison. Et ensuite, une fois que j'étais rentrée en prison, elle a attendu, mais consciemment, elle a agi seulement quand elle a ressenti que c'était le temps. Et il y avait beaucoup de mois qui ont passé que j'étais enfermée dans la prison et rien ne se passait. Et cet inconnu, que rien ne se passe et mon ego veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec moi. Mon Dieu, je veux savoir. Je veux ce contrôle au moins. Et j'ai aucun contrôle. Alors, la souffrance est là, mais en même temps, je comprends des choses à un niveau que je pouvais comprendre. Et une fois que Guy a senti que j'ai atteint un niveau de lâcher prise, c'est là qu'elle a appelé l'avocat et les choses ont commencé à rouler. Alors, c'est un autre exemple de... Oui, la souffrance est là, mais... Ah, mais je comprends ce que tu veux dire. Enfin, ça revient à dire un petit peu que c'est seulement quand on est prêt qu'effectivement on peut passer à l'étape suivante. Mais en Exact. tout cas, on reparlera enfin, je pense que assez régulièrement, de toute façon, on pourra parler de ton expérience qui est quand même effectivement très spéciale par rapport à tout ça. Mais toi, tu parlais juste avant, Tatiana, de l'ego qui, justement, que même, enfin, l'ego, les émotions, elles sont encore là, puis c'est le corps vital, hein, c'est le corps émotionnel qui travaille. Je me rappelle une fois dans un atelier au Canada, justement, tu parles de Guy, j'avais des difficultés justement dans mon vital, j'étais très perturbé dans mes chakras, on va dire, et
Guy, justement, enfin, dans les outils qu'on utilise en Personocratia, il y a plein d'outils effectivement pour calmer les choses, mais des fois ça marche pas. Puis je lui dis, mais toi, comment tu fais vraiment quand c'est trop fort, quoi. Puis elle me dit, ben, pour moi, le corps vital, l'émotionnel, c'est comme un chien fou, un chien fou. Et donc, eh ben moi, elle me dit, en gros, je lui parle comme un chien. Je lui dis au pied, quoi. Tu vois. Mais en fait, c'est marrant, mais moi, je l'ai fait sur moi, mais ça a vraiment marché instantanément. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte ce qui a marché, c'est l'affirmation. C'est-à-dire, c'est justement de parler avec beaucoup de fermeté à cette partie de moi qui a envie de partir dans tous les sens et qui en plus veut prendre le contrôle même sur mon mental. Parce que le vital, les émotions, évidemment, l'énergie, c'est très très fort, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce petit outil aussi qui est intéressant des fois quand le corps émotionnel, il part un petit peu tout seul dans ses folies, on va dire, dans ses excentricités. Oui, alors moi j'ai un outil qui est complémentaire au tien. C'est quand je sens que ça part trop, que je suis confuse, voilà, que c'est dans les émotions, que je suis plus là vraiment. Moi, je fonctionne d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que je sais que mon corps vital, il est complètement dilaté, qu'il a des pattes de partout, là, que ça part un peu, je sais pas, comme en chiffon, là, vous voyez. Et dans ce cas-là, je visualise mon corps, et je m'adresse aussi quelque part à lui, je visualise en train de se recontracter. C'est au pied, retour à la maison finalement. Ça rejoint la même chose, on revient. Et très rapidement, je me sens mieux. Je suis moins éclatée, comme on dit cette expression. Oui, c'est le retour à la neutralité, effectivement. Je crois que c'est le même esprit. À zéro. Ouais, exactement, retour au point zéro. Ou des fois, simplement, moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, là, quand je vous disais au début, je n'étais pas très bien, des fois, c'est juste de laisser passer un petit peu les émotions sans être dans le déni, justement, mais de prendre le temps aussi d'accepter qu'elles nous traversent, qu'on ne va pas en mourir, hein, même si on a l'impression des fois que c'est presque ça. Oui, puis ces émotions nous apprennent beaucoup de choses sur nous. Exactement, exactement. Après, quand on les a identifiées, bon, on sait qu'elles sont là, on les gère plus rapidement, mais au début, il faut les identifier, sinon ça s'appelle du déni. Je veux faire deux petits commentaires. Chaque fois que, David, tu as la tendance d'utiliser le mot ce petit ego, ce petite chose. Et moi, ça me touche parce que c'est pas du tout petit. Ça m'agace, en effet. C'est pas du tout petit. Et qu'à chaque fois que tu dis petit, c'est comme... Alors, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, quand tu as mentionné ce chien fou que Guy m'a nommé, m'a vraiment mis ça, m'a expliqué ça aussi, que mes émotions, c'est des je suis le chien fou, le chien fou qui a vraiment beaucoup d'énergie. C'est une très belle énergie, c'est une énergie très forte, mais en même temps, elle est tout partout et elle se gaspille. Alors, l'idée est d'avoir cette belle énergie forte, mais la guider et la contrôler. Et c'est pour ça que je suis ici, seule, pour travailler sur ça, parce que dans le monde, c'est plus facile de se perdre. Moi, ça m'amène ça me fait penser à peut-être un sujet qu'on abordera plus en détail dans une prochaine émission, mais justement, tout ce qu'on vient de dire, ça tourne un petit peu autour du fait, justement, d'accueillir nos émotions, de ne pas être dans le déni, comme tu disais, Maud. Et moi, c'est ce que je reçois un petit peu aussi dans ce qui se passe avec le Covid et puis justement toutes les personnes qui réagissent. Alors, il y a plein d'éveils, c'est super, hein, mais en même temps, c'est aussi un petit peu le risque de partir dans plein de choses, d'aller dans plein d'associations, d'organiser plein de choses, d'être dans plein d'actions plus ou moins rebelles, justement parce que pendant que je fais tout ça, je suis pas en train d'accueillir toutes ces émotions. Tout à l'heure, on en parlait à propos du masque. Il se passe quand même plein de choses en nous avec cette crise sanitaire et ça demande pas mal de temps pour pouvoir le nommer et pour pouvoir l'accueillir. Donc c'est quand même c'est un sacré travail, hein, je veux dire. Donc si je mets juste un pansement là-dessus et puis que je pars sur autre chose, cette crise quelque part, elle n'aura pas eu le rôle qu'elle doit avoir parce que pour moi c'est vraiment un rôle évolutif. Exactement, c'est le piège. Tout appel au collectivisme, à l'action pour changer le monde.
on va se regrouper, on va faire ci, on va faire là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses ensemble, mais en deuxième. D'abord, je me centre et après, je vois si c'est juste d'acter, peut-être avec d'autres ou pas. Mais tout appelle vraiment au collectivisme. De partout, on m'a envoyé des noms d'une nouvelle association avec des têtes d'affiche. Moi, ce que mon âme m'a dit tout de suite, c'est ONG, quoi, quelque chose pour créer un contre-pouvoir, mais toujours pour manipuler les gens dans une autorité extérieure. Ça ne va pas emmener la véritable autorité. Oui, c'est ça le défi que on ne comprend pas. Je ne comprends pas que je dois travailler sur moi. Et comme tu as dit, David, au début, quand je travaille sur moi, quand moi je monte en conscience, tout le monde, cette énergie va dans l'éther. Éther? Ether? C'est ça en français? Éther? Et tu peux dire dans l'éther ou dans l'éther, c'est bien aussi. Alors, cette énergie sort et la conscience monte pour tout le monde. Et comme tu dis, Maud, si je prends ma belle grande énergie de chien fou et je la place tout partout en grand mouton noir que je faisais avant, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est si facile de se perdre. C'est pour ça que en expliquant comment cette énergie du chien fou c'est un visuel que Guy m'a donné, comme avec le gorilla blanc et noir qu'elle utilise. Maud, pas Maud, Mado m'a garoché le gorille blanc. Alors, c'est le mouton spirituel, le mouton jaune. Tous ces visuels aident beaucoup pour me recentrer et me calmer. Parce que mon énergie, comme je l'ai nommé, l'anxiété, ça continue, mais au moins en le nommant, ça monte au mental. Et du moment que je me demande la question, mais pourquoi je suis anxieuse? Qu'est-ce que j'ai? Je suis entourée de la beauté, de la nature, des plantes qui ont leur perfection. Ils grandissent, ils ne se plaignent pas, ils font ce qu'ils ont à faire. Je suis entourée de cette perfection et je suis anxieuse. C'est absolument idiotique. Non, Oui. moi, je ne trouve pas que c'est idiot du tout, parce que tu as conscience de ce qui se passe aussi sur la planète et tu n'en es pas extraite. Ça te touche, et même si moi aussi j'ai un code de vie sympa, mais ça ne va pas m'enlever mon discernement et ma conscience. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, sur le cadre de vie, on s'est créé un petit peu aussi par amour pour nous, parce que c'est plus sympathique, surtout dans les conditions actuelles. Mais effectivement, comme tu dis, Maud, ça ne change rien. La conscience, elle monte, et puis il y a les conflits qui sont là à l'intérieur, de voir un petit peu tous ces décalages, donc c'est pas facile. Écoutez, moi je pense que on a bien fait le tour déjà du sujet aujourd'hui. Oui. Je vous propose, si vous avez envie, comme d'habitude, sur ce qu'on vient d'évoquer ou sur autre chose qui est vivant en vous, si vous avez envie de conclure ou d'ajouter quelque chose, c'est le moment. Non, pour moi, je vous remercie encore une fois. C'est toujours magnifique. Et c'est vraiment fantastique que j'ai ce moment dans la semaine à vivre avec vous. Et look forward to. Et tu attends avec impatience la semaine suivante, non? C'est ça? Exactement, exactement. Alors, je vous remercie encore une fois. Merci pour aussi ce bon moment. Je trouve que on est plus fluide. Il y a quelque chose, hein, on s'améliore. On est en train de prendre. Hein. Je sais pas, enfin bon, comme là on parle, ça sera justement sur la vidéo, mais comme on l'a dit plusieurs fois hors des vidéos ensemble, l'idée de ce concept, c'est de nous mettre à nu en partageant nos outils, nos expériences, nos réussites et puis aussi nos difficultés.
Et je pense que c'est qu'on est bien, en tout cas, on répond bien on joue le jeu, on répond bien à cette idée, et que après ça génère effectivement des fois des choses un petit peu surprenantes. Même moi, par exemple, j'aurais pensé qu'il y aurait plus des fois de tensions entre nous, qu'on allait peut-être se chahuter un petit peu plus, ou qu'il y aurait plus de désaccords. Mais je me rends compte souvent que on dit les choses différemment, mais que certainement parce qu'on partage justement cette même conscience. Alors, c'est tout aussi intéressant. Et oui, mais qui mène ces entretiens? Est-ce qu'au début, à chaque fois, on fait un petit temps de centrage, hein, je le dis à ceux qui ne nous voient pas, on fait un temps de centrage et il est très possible qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire qu'on confie ce temps à notre âme. Exactement. Moi, je m'abandonne à mon âme. Exactement. Je confirme, oui. Moi, je dis carte blanche à mon âme. Et c'est au premier entretien, c'est vraiment la première fois que j'arrivais à le dire complètement, à le lâcher, à le laisser aller complètement. Ok, écoutez, merci aussi à vous et aussi tout simplement pour la sincérité et la simplicité de ces échanges, parce que je crois que c'est ça, monter en conscience, c'est être dans la vérité. Donc voilà, la vérité, c'est aussi simple que ça. Et puis je reformule aussi, alors je crois d'ailleurs qu'il y a des choses qui vont se faire, il y a des idées, on en avait parlé avec Maude, mais je reformule en tout cas ce que je dis à chaque fois. Pour les personnes qui sont dans cette conscience, si vous avez une fois envie de participer à une émission ou quelque chose à partager par rapport qui peut justement animer le débat et faire avancer les choses, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et je crois justement que Maud en a parlé d'une ou deux personnes de ton côté. Oui. Peut-être qu'on verra ça pour la semaine prochaine. Ce sera la surprise. Oui, j'attends des réponses. Ah, magnifique. Bon, Tatiana, je ne te propose pas, vu qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde autour de toi. Non, moi, je ne peux pas vous aider sur ce côté-là. Je ne peux pas contribuer. Hein? L'interview d'un avocatier ou d'un caféier, c'est des très belles plantes. En espagnol, en plus. Oui, alors en plus, c'est vrai qu'avec le côté langue, c'est pas facile. Bon, écoutez, en tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci encore et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye bye.